Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire. Webinaire qui a pour objet, comme vous devez le savoir, de présenter vous présenter la deuxième édition de notre parcours d'accompagnement à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qu'on va rapidement abréger en EFC. Ce sera plus simple. Donc l'EFC qui est un sujet qui est porté par la région Nouvelle-Aquitaine depuis quelques années maintenant et qui a donné lieu, j'en parlerai un petit peu plus tard, à la constitution d'une feuille de route régionale ADEME et région pour sensibiliser et accompagner les acteurs économiques vers ces modèles économiques-là, puisque face aux limites de plus en plus prégnantes auxquelles font face les entreprises aujourd'hui, que ce soit des questions des problèmes d'importation, de flambée des prix dus à l'inflation, de problèmes de recrutement, de perte de sens au travail, mais aussi et surtout de la question des limites planétaires, des contraintes environnementales qui se font de plus en plus fortes. Et ben, nous, l'idée, c'est d'accompagner certes tout ce qui est transition énergétique et environnementale, mais aussi une transition économique, c'est-à-dire l'évolution des modèles économiques pour qu'ils puissent prendre en charge et prendre en compte ces enjeux sociaux-environnementaux. Et donc l'EFC s'inscrit pleinement dans cette logique-là. Donc, est-ce que... Ouais, donc toi, je vais maintenant laisser rapidement la parole à Paul. Paul, donc, qui est Paul Boulanger, donc, qui est de la structure Picaya et qui est un des animateurs du parcours d'accompagnement à l'EFC, dont on relance donc la deuxième édition prochainement, qui va rapidement nous présenter ce que c'est l'EFC en s'appuyant notamment sur des illustrations concrètes. Et ensuite, on pourra avoir le témoignage de Gwenaël, qui est actuellement dans la première édition du parcours et qui pourra revenir sur son témoignage. Voilà, donc maintenant je partage mon écran et je laisse la parole à Paul. Voilà. Ok, merci beaucoup Sébastien. Donc l'idée là, c'est de peut-être partager un certain nombre de repères par rapport à ce qu'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et laisser suffisamment de temps aussi pour les échanges si nécessaire par la suite. Là, en fait, Sébastien, merci, tu as très bien planté le décor. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a des enjeux pour les dirigeants qui sont de réussir à opérer cette transition qui devient nécessaire pour les raisons de limites planétaires que tu as évoquées, mais aussi par le fait que les salariés, et notamment la jeune génération, est de plus en plus exigeante en termes de sens au travail, au sens de que fait mon entreprise et en quoi est-ce qu'elle contribue éventuellement au bien-être au bien-être commun. Euh, donc l'EFC, c'est alors on a dit à un moment que c'était un modèle économique. À vrai dire, c'est plutôt un référentiel, c'est plutôt une manière de regarder son modèle économique, son activité. Alors modèle économique, entendons-nous, hein, c'est pas seulement le modèle de revenu, c'est pas la manière dont on se rétribue ou rétribue l'entreprise, c'est aussi toutes les organisations derrière qui vont permettre la création de valeur. Et puis au centre de ça, c'est la proposition de valeur de l'entreprise en elle-même. Euh, donc un référentiel qui permet d'attaquer trois sujets. Le premier sujet qui est la question de la logique de volume. En fait, tant qu'on indexera, tant qu'on dépendra d'un nombre d'unités d'œuvres vendues, eh bien, on continuera d'avoir un impact sur l'environnement. Si mon modèle de revenu, il est axé sur la vente de voitures, de verres, de stylos, eh ben, pour que je puisse venir à l'équilibre et continuer de croître si c'est mon modèle, il va falloir que je vende de plus en plus de stylos et donc que je fasse de plus en plus de pression. Donc la question au centre, c'est est-ce qu'on peut décorréler la création de valeur de la logique de volume et notamment de volume d'unités de biens vendus. Deuxième visée, c'est de se dire, ben, compte tenu du monde dans lequel on vit,
Comment est-ce qu'on peut prendre en compte ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire en fait les effets que chaque activité humaine et donc évidemment les activités d'une entreprise, chaque activité peut avoir sur l'environnement, sur la société. Parfois, ces externalités, elles sont positives, hein. Donc, on se rend compte que on génère de la connaissance, peut-être du bien-être, de la santé. Donc, ça, c'est très intéressant à ce moment-là de se poser la question de comment on fait reconnaître ça et comment est-ce qu'on le rapatrie dans son modèle économique. Et puis parfois, ces externalités sont négatives et la question est de savoir évidemment comment on va les diminuer. Et puis, le troisième point, c'est cette question de la logique de concurrence. Comment est-ce qu'on arrive, parce que l'économie, notre économie moderne étant ce qu'elle est, on en est arrivé effectivement à des logiques de concurrence et qui nous amènent souvent à faire de la concurrence finalement sur les prix. Comment est-ce qu'on arrive à sortir de cette logique? Parce que finalement, elle représente tout un tas d'externalités négatives, cette logique-là. D'abord, je disais logique de prix, on va essentiellement être axé là-dessus. On empile les marges, donc même il y a parfois peu de création de valeur, mais par contre une augmentation du prix pour le client final. On est parfois déresponsabilisé parce que finalement, si les problèmes arrivent en bout de chaîne, même si c'est moi qui les ai générés, pas vu, pas pris. Et puis même d'ailleurs, si on est en début de chaîne, en fait, on a très très peu accès aux problématiques qui se posent à la fin. Et or, si on arrive à mieux se parler au sein de la chaîne de valeur, donc qui pourrait devenir plutôt qu'une chaîne de valeur, un écosystème, eh ben, on arrive à innover, à être plus astucieux et parfois simplement arriver à faire des très grandes économies de moyens pour un meilleur résultat. Donc voilà, ça c'est les grands enjeux qu'on souhaite attaquer à travers cette question de l'économie de la fonctionnalité et la coopération. Et ça permet notamment, je le disais, à travers la logique de concurrence, de pouvoir réengager les acteurs et de redonner du sens dans ce qu'on fait au travail. Alors, je vais illustrer ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité à travers trois exemples. Un premier exemple qui va illustrer un point, c'est en fait la première chose qu'on fait quand on attaque cette grille cette grille de lecture, c'est de changer de positionnement. C'est-à-dire que très souvent, quand on se présente en tant qu'entreprise, on explique ce qu'on fait, c'est le périmètre de son offre, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on produit. Et là, on va se décentrer, on va proposer de vraiment réfléchir à l'effet, les effets utiles, à quoi ça sert. Pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que ça génère éventuellement comme effet utile? Et ça, c'est surtout ce qui est recherché, mais parfois, malheureusement, comme effets qui sont moins utiles. Est-ce que c'est mon client, celui qui achète? Est-ce que c'est des utilisateurs, des bénéficiaires? Est-ce que même les effets, ils sont directs, indirects? Bon. Donc, on va se poser toute cette question-là. Alors, je donne une illustration là à travers une agence de communication. Donc, quelqu'un qui a un talent qui est de produire donc des supports de communication. Alors, ça se fait essentiellement par film et motion design, hein. Et puis, quand on a creusé en fait quels étaient les effets utiles qui étaient reconnus, ça demande évidemment d'aller interviewer à ce moment-là les clients. J'espère que les bruits parasites sont pas trop forts. Non, c'est très bien. Ok. Très bien. Donc, ce que font les clients, bah, ils nous révèlent, eux, pourquoi est-ce qu'ils ont fait appel à cette société. Et puis finalement, ce que ça a permis de faire, cet outil de communication. Et alors, ils nous disent, bah, nous, dans la manière que tu as de faire les choses, d'abord, tu sais raconter une histoire, mettre en récit. Et une histoire en plus qui révèle un certain nombre de choses. C'est-à-dire que en fait, tu arrives à révéler nos compétences, tu arrives à révéler notre ADN, tu arrives tu arrives aussi à être passeur de mémoire. Quand tu interviews un compagnon ou quelqu'un qui est assez âgé et qui a beaucoup d'expérience dans l'entreprise, tu vas lui permettre à travers le récit qu'il fait ou qu'elle fait de son métier, d'expliciter ses talents, ses compétences, et donc éventuellement de me faire un support de formation pour les nouveaux arrivants. Bref, en fait, à travers un seul objet, elle disait, moi, mon métier, c'est de faire des films. Bah, en réalité, la révélation des effets utiles et des externalités dit, bah, finalement, ce qu'elle fait, non pas produire des films, mais vraiment révéler cet ADN de l'entreprise et ce qui s'y passe. Et puis, elle peut aussi, dans des phases de vieillissement, par exemple, de la population et donc d'intégration de nouveaux collaborateurs, travailler sur la capitalisation des savoirs. Bref, il y a tout un tas de choses, en fait, qu'elle revendique désormais. Le support de communication devient finalement un moyen
d'aboutir à ces effets. Donc ça permet si vous voulez, parce que film à film, on peut comparer, hein, des concurrents. Par contre, quand elle s'intègre vraiment dans un projet de société et de mutation de la société, bah là, c'est très difficile de devenir comparable quand on a deux devis. Un autre exemple qui concerne là la question de la solution intégrée, parce que très très vite, en fait, quand on commence à s'intéresser à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et c'est pour ça qu'on appelle ça la coopération, c'est qu'on va se dire, ben, en fait, il va me manquer éventuellement un certain nombre de compétences pour pouvoir vraiment atteindre 100% de mon objectif. Si je reprends l'exemple précédent, sans que tu reviennes à la slide précédente, hein, ben, on s'est rendu compte que pour cette entreprise de communication, c'était très intéressant de s'associer avec un cabinet de conseil en organisation. Parce qu'en réalité, toute la partie de transfert de compétences et de récits de l'histoire d'une entreprise, c'était aussi des cabinets de conseil en organisation qui avaient besoin de s'appuyer dessus pour leur propre méthode de travail. Donc en fait, ils ont mis en place un système qui permettait effectivement d'accompagner des entreprises en transition. Ici, c'est un autre exemple que je vous donne, c'est un, un producteur et un producteur de semences. Et donc lui, son métier, hein, c'est produire et vendre des semences, des plantes qui sont essentiellement vouées donc c'est des plantes potagères. Quand ils ont commencé à réfléchir aux effets utiles, donc l'étape juste avant, ils se sont rendus compte que mais finalement, ce qu'ils arrivaient à faire, c'était ils contribuaient à l'autonomie alimentaire des ménages. C'est-à-dire que vraiment leur visée et leur philosophie, notamment grâce à la permaculture, c'est d'apprendre à des ménages à cultiver, en fait. Sauf qu'il leur manquait un certain nombre d'éléments pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette promesse, c'est-à-dire aider à concevoir un parcours vers l'autonomie alimentaire des ménages. Aider à concevoir un parcours, ça veut dire que d'abord, il faut qu'on fasse un diagnostic de ça, c'est-à-dire que il faut que je comprenne quelles sont les contraintes, une expertise podologique, quel est le terrain dont dispose le ménage en question. Et puis derrière, il y a la question de l'outillage, il y a tout le protocole pour faire pousser correctement la plante. Et puis après, il ne s'agit pas d'avoir seulement des plantes, mais il faut savoir les transformer. C'est-à-dire qu'autour de l'alimentation, pour ceux qui sont abonnés à des AMAP, vous savez que quand vous avez les choux qui arrivent au mois de novembre, vous êtes content, mais au mois de mars, un peu moins parce que vous avez cuisiné du chou éventuellement pendant 3 ou 4 mois. Et donc, ça demande des vrais savoir-faire. Et pour arriver à être à la hauteur de cette promesse-là, on va travailler sur ce qu'on appelle les solutions intégrées et qui vont se faire par accumulation, donc intégration dans l'entreprise de ces compétences-là, voire travailler sous forme de coopération. Et c'est le dernier exemple que je vais donner sur la partie coopération, c'est comment est-ce que on va vers ces enjeux-là qui nécessitent parfois d'avoir vraiment recours à des expertises externes. Alors ici, c'était plutôt l'exemple les experts automobiles sont les gens qui sont diligentés par les assurances quand vous avez un accident, un sinistre donc, et qui vont dans les 24 heures intervenir dans le garage que vous aurez désigné pour faire le diagnostic et puis recommander une réparation et une prise en charge. Ce cabinet d'experts, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la manière dont était organisé le métier à l'époque dont je parle faisait que on avait en fait des experts qui étaient aux ordres des sociétés d'assurance qui les missionnaient et devaient répondre dans les 24 heures. Donc, en termes d'impact, vous voyez, comme ils ne pouvaient pas organiser et optimiser leur parcours, ils avaient un impact, donc des externalités négatives très, très fortes en termes d'environnement. Puis, autre externalité négative en termes d'environnement, c'est que c'est beaucoup plus simple pour un garagiste de remplacer la pièce que de réparer.
Ça demande moins de compétences. Et puis en plus, quand vous réparez une pièce, à ce moment-là, c'est vous, garagiste, qui en êtes, qui devenez garant de cette pièce pendant 1 an. C'est-à-dire que la garantie, ben, c'est si jamais il y a de nouveau un problème, à ce moment-là, c'est vers vous que va se retourner l'automobiliste. Bref, tout ça militait pour vraiment un système de mise au rebut et donc d'achat de pièces, achat et remplacement par des pièces neuves. Quand ils ont travaillé sur leur modèle, ils se sont dit: «Mais en fait, nous, ce qu'on pourrait permettre de faire, c'est, de faire en sorte que les gens qui ont des voitures» parce que, évidemment, ceux pour lesquels ça pose des vrais problèmes, c'est ceux qui ont des voitures qui sont un peu âgées, parce que celles qui sont un peu âgées, on va même, non pas seulement remplacer, on va les mettre à la casse. C'est-à-dire que si la réparation coûte plus cher que la mise au rebut, on fait une mise au rebut et souvent, ce sont des populations qui sont, assez défavorisées d'un point de vue social et donc ce que ce groupement de cabinets d'expertise automobile a diagnostiqué, c'est qu'ils ont dit, mais nous, en fait, on permet, si on travaille sur des pièces de réemploi et si on favorise ce système-là, on permet de faire en sorte que des populations qui sont plutôt à faible niveau de revenu puissent continuer à avoir des automobiles en bon état. Et donc, ils ont mis en place, avec les sociétés d'assurance, ils ont inversé le système de remboursement et donc de réparation. Ils ont mis en place aussi un écosystème de garages référents avec lesquels même ils ont fait du diagnostic à distance. Je vous parle d'il y a 10 ans, ça n'existait pas, hein, et maintenant, c'est très, très répandu. Mais du diagnostic à distance, c'est-à-dire qu'en fait, c'est fait par caméra. Donc, tout ça n'a été rendu possible que parce qu'ils ont mis en place cet écosystème. Euh, euh, Société d'assurance, garage et réparateurs qui acceptaient de jouer le jeu, des casses automobiles aussi qui permettaient de recycler ou de récupérer des pièces. Et grâce à ça, ils ont effectivement réussi à avoir cette approche de solution écologique et économique de remise en circulation de véhicules endommagés. Voilà, à travers ces 3 exemples, quelques points de repère, vous voyez, de comment est-ce qu'on se décentre, au lieu de dire: «Voilà ce que je produis, c'est voilà à quoi ça sert». De se poser la question de, avec qui est-ce que je peux mettre les choses au travail? Parce qu'il va falloir que j'intègre d'autres acteurs de mon écosystème. De se poser aussi la question de la solution intégrée, c'est-à-dire qu'au lieu d'être juste vendeur de semences, je vais vraiment aller vers un protocole complet parce que c'est ça dont les gens ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'acheter les semences, ils ont besoin des légumes, hein. Donc, à travers ça, ça vous donne quelques exemples de la manière dont on attaque en fait ces questions de l'économie de la fonctionnalité. Et là, vous voyez que en fait, il y a une espèce d'archipel parce que c'est pas séquentiel, c'est pas une trajectoire, une route qui est toute tracée. En réalité, revisiter son modèle économique, eh ben, ça se fait de manière très située. Donc, on va repartir du déjà là. Qu'est-ce qui est dans l'entreprise? Quelles sont les vraies problématiques? Quels sont aussi les points sur lesquels on peut s'appuyer? Peut-être des expertises, peut-être aussi des écosystèmes coopératifs. C'est ce qui s'était passé hein, avec ces cabinets d'expertise. Ils avaient une très très bonne connaissance des garages notamment. Et on va comme ça prendre par le meilleur point d'attaque pour l'entreprise, celui qui est le plus pertinent, pour le mettre au travail. Et en fait, le parcours, lui, il sert à ça. C'est donner des repères méthodologiques et accompagner la réflexion du dirigeant dans la transformation de son modèle. Alors, ça se fait par l'apport de concepts et d'outils. Ça se fait par des échanges entre groupes et entre pairs. Peut-être que Gwenel pourra en parler tout à l'heure ou Sébastien, parce que les temps où les dirigeants échangent entre eux sont des temps qui sont extrêmement riches parce qu'ils peuvent, de pair à pair, suggérer des choses, aller chercher des points de repère et d'appui sur des transformations. Et puis évidemment, il y a aussi des temps d'appui individuel qui permettent de rentrer plus singulièrement dans chaque cas d'entreprise. Merci beaucoup, Paul, pour cet éclairage. Donc, je rebouclerai là-dessus voilà, c'était pour vraiment vous donner une vue d'ensemble sur ce que peut apporter l'EFC en termes de trajectoire économique pour une entreprise. D'ailleurs, je compléterai même avec un
un dernier exemple pour aussi montrer que ça concerne n'importe quel type d'entreprise, y compris les acteurs industriels. Je pense, et pour ça, donc, je voulais parler d'une entreprise basée à Avignon, qui est donc une entreprise industrielle qui conçoit et fabrique des emballages isothermes, principalement à destination des labos pharmaceutiques, mais aussi du transport alimentaire. Et donc en fait, cette entreprise dont la logique était de fabriquer et vendre des emballages, et donc effectivement dans une logique de volume, a essayé de déplacer le curseur pour devenir expert en la maîtrise et le maintien de la chaîne du froid. Puisque finalement, c'est ça le besoin réel des clients et des utilisateurs. Et donc, elle a notamment travaillé sur un projet avec le département de la Vendée pour assurer le transport d'aliments sur l'île Dieu. Donc, voilà, une île au large des côtes vendéennes, et avec des gros enjeux de maintien de la chaîne du froid sur toute la chaîne de transport, que ce soit par camion, puis ensuite par bateau, puis avec les différents acteurs une fois sur l'île. Et donc en fait, pour déplacer le curseur vers expert de maintien de la chaîne du froid, elle a mis en place aussi, elle s'est appuyée sur ce qu'on appelle les ressources immatérielles, c'est-à-dire toutes les compétences et savoir-faire en interne qui peuvent être transmises aussi en termes de savoir-faire aux clients avant même d'avoir, parlé d'emballage et de produits en fait. Et donc dans ce cas précis-là, par le simple fait d'observation sur le terrain, de conseils aux parties prenantes, aux différents acteurs de la chaîne, ils ont pu réduire de 80 les risques de rupture de la chaîne du froid avant même d'avoir vendu un seul emballage. Et là, on comprend bien aussi l'enjeu, les enjeux de territoire auxquels ces entreprises peuvent répondre, simplement par la prise en compte de la valeur qu'elles créent, en fait, au-delà même des produits qu'elles produisent. Et donc là, on a bien une sortie de logique de volume, mais où la nécessité de coopération, enfin, où la coopération est absolument essentielle, puisque, ben, voilà, il faut aller sur le terrain, il faut observer, il faut rencontrer, il faut prendre en charge aussi les contraintes que représentent pour chacun, leurs pratiques au quotidien. Donc voilà, c'était aussi une dernière illustration, mais je vais maintenant laisser la parole, à Gwenaël, donc qui a été, qui fait partie de la promotion, de 10 dirigeants qui est dans le parcours actuel, qui se terminera là en juin, puisque, ça nous faisait du sens aussi pour nous de, voilà, de faire témoigner directement ces dirigeants, pour qu'ils puissent parler directement de leur expérience là-dessus. Donc, Gwenaëlle qui est fondatrice et dirigeante de Eten Environnement, un bureau d'études en environnement qui est, basé, à Saint-Paul-les-Dax, dans le 40 et à Nègrepelisse dans 82, à côté de Montauban, et qui depuis 2003 réalise des diagnostics, des études d'impact, et accompagne des projets justement sur des questions voilà, de tous les enjeux environnementaux autour de ces projets-là. Mais je vais arrêter de partager l'écran parce que c'est quand même mieux de voir les visages. Et donc, déjà bonjour, Gwenaëlle. Et est-ce que tu peux peut-être, nous expliquer pourquoi à la base tu avais rejoint le parcours? Et est-ce que c'était parce que tu te confrontais à des limites? Si c'était le cas, quelles étaient ces limites? Enfin voilà, vous nous décrire un petit peu, voilà, tes motivations, initiales. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Oui, je suis ravie de témoigner aujourd'hui pour faire part de cette expérience-là d'un an dans ce parcours de formation. Donc, alors à la base, moi, ce que j'avais surtout avant de m'engager dans le parcours en tête et qui me parasitait beaucoup, ça me prenait beaucoup de bande passante et ça me prend toujours aussi, c'est les bouleversements, ce contexte planétaire qu'on est en train de croiser, de rencontrer, puisque c'est notre chance. Hein, c'est bon, il y a des moments de bascule comme ça dans le monde, et puis on a la grande chance de le vivre maintenant, voilà. Donc, donc la question, c'est, je me suis dit, voilà, on est dans un moment de bouleversement, effondrement de la biodiversité. C'est pas une opinion politique, c'est un constat, puisque moi c'est mon métier tous les jours. Dérèglement climatique. Il y a quand même quelque chose à faire sur comment nos boîtes fonctionnent. Quelle est la part que je peux faire à ça? Comment ça va m'impacter moi? Comment moi je peux faire ma part du colibri aussi pour essayer de continuer à rendre cette planète habitable. Et puis aussi d'autres choses qui sont moins, on va dire, écologiques, c'est que tous et toutes, j'imagine que vous le constatez, c'est qu'on est en plein changement de paradigme avec des bouleversements sociétaux qui sont majeurs. Et notamment dans le cadre du travail, avec des aspirations nouvelles de tous les collaborateurs, et notamment quelque chose qui était toujours plus ou moins là, mais maintenant qui, pour moi en tout cas, dans mon métier, devient la clé si on veut maintenir une équipe ou recruter, c'est qu'il faut que ça ait du sens.
c'est pas la deuxième option après le salaire, c'est d'abord à quoi la boîte contribue. Voilà, donc ça c'était un vrai sujet sur quelle est la vocation de mon entreprise, quelle est sa proposition de valeur, qu'est-ce qui fait sens et quel est le sens que je donne au métier qui occupe au quotidien mes collaborateurs. Voilà, donc ça c'était mes premiers questionnements. Et après, une problématique que j'avais, une boîte qui tourne bien, donc ça va bien, mais par contre, une stratégie d'entreprise très axée sur l'équilibre vie pro, vie perso, parce qu'à titre personnel, c'est ma façon de concevoir les choses et que c'est partagé par l'équipe. Et donc, la clé, c'était qu'au bout d'un moment, il y a quand même une condition, c'est que pour ne pas travailler de façon démesurée et continuer à bien gagner sa vie, il faut carrément que la valeur que l'on produise, elle soit déconnectée du volume horaire. C'est-à-dire, si on veut gagner bien, mais avec un bon équilibre, ben, ça veut dire qu'en fait, il faut gagner bien et travailler moins. Voilà. Donc, les logiques industrielles de volume, on ne pouvait plus du tout se dire on va griller nos concurrents en étant moins cher, en faisant plus, etc. Ce n'était pas possible. Et c'est là que j'ai eu la chance donc, de rencontrer cette formation. On m'a dit, écoute, il y a peut-être cette formation qui pourrait te correspondre. Et grâce donc, à l'ADI, j'ai pu être financée pour suivre ce parcours-là. Où au début, j'y suis allée en me disant, allez, on va voir un coup pour voir, parce que j'ai 15 ans de formation au sein du Centre des jeunes dirigeants. Je me suis dit, j'ai une vieille, j'ai un peu roulé ma bosse. Et en fait, pour moi, après, je te laisserai poser tes questions, Sébastien, mais en fait, des milliards de fois, je la refais, cette formation. Et même, on reprendrait les mêmes, on dirait, on approfondit tout, je le refais, et pourtant, équilibre vie pro, vie perso, la balance pour moi, qu'on se regroupe en présentiel, qu'on travaille en binôme, ça a un vrai investissement en termes de temps que je mets dans la balance avec le temps passé, avec ma famille, mes amis, mon potager et mes enfants. On remet tout ça dans le bon ordre, mais je veux dire donc passer du temps ailleurs que dans ma boîte ou dans mes priorités, pour moi, c'est conséquent. Et en fait, je le referai vraiment des milliards de fois. Et merci, c'est pas des flatteries, mais parce que ce que j'ai retrouvé, moi, dans cette formation, c'est non seulement une formation à l'économie de la fonctionnalité, à la coopération, quelles étaient mes valeurs que j'affichais, que je connaissais, quels étaient mes impacts sur l'extérieur, c'est-à-dire les plus-values que j'amenais à un territoire sans vraiment le savoir ou l'intégrer, quels étaient les impacts que je générais sur un territoire. Par exemple, quand j'accompagne des projets, certains projets photovoltaïques à la place de la forêt landaise. C'est-à-dire que moi, convaincue par l'écologie, quand je permets à 40 hectares de pins d'être dégommés pour y mettre des centrales photovoltaïques au sol, ça me questionne un peu. Ok, on est dans l'énergie renouvelable, mais d'un autre côté, on enlève des vieux pins. Donc je me dis, bon, à un moment donné, j'ai un impact positif d'un côté, mais pas bon de l'autre, et j'arrivais pas à mettre ça en musique. Donc là, je reprends ma respiration. Et donc, grâce à l'EFC, j'ai pu mettre en fait des mots là-dessus. C'est-à-dire, l'EFC m'a vraiment donné à la fois des concepts qui non seulement m'ont servi dans cette quête, mais m'ont carrément servi en fait dans ma stratégie d'entreprise. Je vais même vous dire, si vous venez même pour autre chose que l'EFC, parce que vous voulez vous êtes retrouvé dirigeant un peu par hasard ou je veux dire parce qu'une occasion s'est présentée et que il n'existe pas d'école du dirigeant, là, vous allez apprendre le métier de dirigeant. C'est-à-dire que vous allez aborder tous les aspects de votre boîte avec des concepts, des mises en application et des échanges avec vos pairs, d'autres chefs d'entreprise totalement différentes. Ça peut être des grosses boîtes industrielles. Hein. Nous, on en avait un gros qui travaillait sur tout ce qui est canard et machines, etc. Et moi, un petit bureau d'études d'une trentaine de personnes, c'était deux mondes différents. Et bien, ça a été mon binôme et ça a été vraiment ma chance de bosser avec ce type qui est complètement différent de moi et dans son activité, dans sa posture. Donc, toutes ces séances-là, non seulement ça m'a permis de reclarifier ma stratégie d'entreprise, de la cheminer vers ce que je recherchais, c'est-à-dire de nouveaux modèles économiques et du sens, et en plus de remettre à plat les pratiques que j'ai quand même pas mal développées de management au sein de mon équipe, mais d'avoir vraiment d'autres concepts, d'autres outils à déployer pour dresser en fait un diagnostic de ce qui se passait dans ma boîte actuellement, avec un autre regard, d'autres mots, l'accompagnement des coachs qui sont de haut niveau. Paul est là, mais moi, 1 heure d'entretien avec Paul, ça vaut 6 mois de boulot sur des guides. Non, mais vraiment, avec ces questions qui sont hyper précises, moi, ça a été une chance incroyable. Donc, à la fois, j'ai redéployé, j'ai réanalysé ma stratégie d'entreprise, je l'ai affinée et j'ai fait. Alors, on peut faire un pas de côté plus ou moins grand. Moi, j'ai fait un pas de côté, on va dire, j'ai fait 3 petits pas et pour m'acheminer vers un grand pas, mais en me laissant le temps de faire les choses. Et en même temps, j'ai pu aussi pointer du doigt des secteurs où j'étais défaillante. Par exemple,
je me rendais compte que Eten a 20 ans, ma boîte, et que je tournais beaucoup sur l'habitude de travail, la réputation, et qu'en fait, j'étais en roue libre là. J'étais en roue libre entre mon potager et ma boîte, et je me suis rendu compte qu'il y avait des vrais points de fragilité. Et là, grâce à l'ESC, on a mis le point dessus, notamment le fait que mes partenaires historiques, je n'avais aucune qualité de présence réelle avec eux. J'attendais qu'on se sollicite, qu'on fasse des groupements et qu'on réponde à des marchés ensemble. Et je me suis rendu compte que là, on collaborait, mais que si on voulait vraiment mettre en place une coopération, c'est-à-dire vraiment avec tout ce qui fonctionne bien, c'est-à-dire de la pertinence de notre offre, de la santé dans nos équipes et du bonheur à le faire, c'était santé, pertinence, confiance. Voilà. Et de la confiance mutuelle, c'est-à-dire se dire à un moment, quand ça va très bien, on fonctionne bien, quand ça va moins bien, on est là les uns pour les autres. Je me suis dit, il faut que je re-questionne ma posture. Enfin bref, moi j'ai appris à être une meilleure dirigeante grâce à cette formation, en dehors même de la partie pure, on re-questionne notre modèle économique. Ouais, bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage-là. Effectivement, parce que tu nous as parlé du contenu de la formation, des avancées aussi concrètes que ça avait pu réaliser pour toi. Est-ce que tu peux peut-être nous parler du coup des questions que ça soulève, que ça a permis de soulever pour toi, si tu as genre aussi les prochains défis, en fait, c'est quoi en fait les prochaines actions là en sortant du parcours? Est-ce que tu as des idées peut-être concrètes sur ce que ça implique et vers quoi ça t'embarque peut-être? Oui. Alors, les idées, c'est pas ce qui manque. Et grâce à l'EFC, j'ai pu justement mettre en place quelque chose de pragmatique avec un plan d'action pour le dérouler qui soit maintenant consolidé et sécurisé, on va dire. Donc, concrètement, c'est que moi, pour arrêter d'accompagner des projets, on n'accompagnait pas des projets trop dégueulasses, mais c'était pas encore ceux qui faisaient le plus sens. Pour vraiment aller vers des projets qui font sens, on a décidé, clairement, au lieu d'être un bureau d'études où on venait frapper à notre porte pour nous faire travailler, et on était en situation très confortable parce qu'on venait juste nous chercher, nous on ne démarchait pas, on a dit il faut arrêter ça, il faut, avec nos connaissances multi-thématiques du territoire, avec des écologues, des urbanistes, des traiteurs d'eau, etc., que j'ai au sein de l'équipe, des hydrauliciens, on est capable de diagnostiquer un territoire. On a l'habitude de travailler avec les élus, donc au lieu d'attendre que par hasard un projet qui fait sens vienne nous chercher, ces projets-là, on va les faire émerger sur le territoire. On a du réseau avec des partenaires du coup que je chouchoute, on a les compétences en interne, mes ressources immatérielles, on a de la réputation et on voit bien ce dont tu as besoin et un savoir-faire qui nous permet de mobiliser des gens autour de nous. Donc, on s'est dit, nous-mêmes, on va initier des projets qui font sens et qui nous font travailler. Donc, la première chose que l'on a faite et qu'on est en train de déployer, c'est une revégétalisation de cours d'école dans une école de Dax. C'est-à-dire, on va dégommer 2000 m² de bitume et on va revégétaliser et tout ça dans un projet pédagogique où on associe les enfants, les maîtresses, les parents d'élèves, les associations locales pour faire pas juste émerger du végétal, mais faire vraiment un projet de territoire. Ça, c'est concrètement. Et on va essayer du coup de le faire sur toute thématique de projet en disant là, il y a une opportunité, il peut y avoir par exemple des financements qui sont en cours que nous, on va aller capter et mettre à disposition des porteurs de projets et on va monter une prestation pour soutenir, faire émerger des projets qui font sens pour le territoire. Alors des fois, évidemment, les élus ils vont nous dire « t'es gentil, c'est pas dans mon mandat, ciao », mais on s'en fout, on rayonne sur tout le Grand Sud-Ouest, on en trouvera bien quelques-uns, on est une petite équipe pour le faire. Et là, moi, le double effet qui se coule, c'est que non seulement je renforce mon réseau, mais je fidélise mes collaborateurs. Ouais. Donc ça, c'est concrètement. Et après, il y a un autre projet, mais l'écopole, bon. Non. Oui, ça c'est... Okay. On refera un webinaire dédié à l'écopole dans quelques années, c'est promis. Non, mais du coup, tu mets le doigt sur quand même quelque chose de très important, c'est que nous, ce qu'on propose quand même dans ce parcours d'accompagnement, c'est justement pas une transformation et un soulevé de table, c'est-à-dire qu'on dégomme tout et on repart à zéro, puisqu'en fait, ça, dans aucune entreprise, ça peut marcher. C'est trop brutal, on n'embarque personne avec nous et surtout pour faire quoi derrière? Et il y a vraiment un enjeu dans la trajectoire, la démarche UFC, de partir du déjà là, c'est-à-dire des compétences qui existent déjà, des savoir-faire, et comment on peut justement
comment les valoriser et prendre conscience de ces compétences-là et de la valeur qu'elles créent au-delà du prix sur la feuille de paye à la fin et au-delà du prix sur les factures qu'on envoie. Comment on peut révéler cette valeur-là et ensuite construire petit à petit une nouvelle trajectoire économique. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on propose ce parcours. Écoute, merci beaucoup Gwenaël. Si tu avais peut-être en 2 mots pourquoi tu recommanderais ce parcours à une entreprise, même si tu l'as déjà un peu évoqué, mais bon, très rapidement en 2 phrases. Mais, Alors, oui, avec plaisir. Alors, pour une entreprise, je ne sais pas, mais pour un dirigeant, en tout cas, c'est apprendre le métier de dirigeant ou l'améliorer, ce métier de dirigeant. Et juste avoir la chance. Alors, je ne suis pas financée par la DIP pour vous dire tout ça, mais vraiment, moi, je l'ai vécu comme ça. Avoir la chance qu'on puisse nous apporter clé en main des nouvelles lunettes pour regarder notre organisation et en révéler à la fois quelques faiblesses, mais surtout beaucoup d'atouts. Et c'est un peu comme dans un vieux couple, au bout d'un moment, notre conjoint, il nous gave et on en change. Et puis tout compte fait, comme on en a changé, on se rend compte que putain, il n'était pas si mal en fait. Il y avait plein de qualités qu'il avait que j'avais pas repérées. Voilà. Et là, ça nous aide à gagner du temps. C'est pas de vraiment avoir un regard le plus réaliste possible sur notre équipe. Non, mais j'ai pas divorcé, hein, sinon ça fait pas divorcer le SC. voilà. Oui, non, je vous promets, on n'a absolument pas payé Gwenaël pour ce témoignage. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et, si tu dois y aller, il n'y a pas de problème. Enfin, mais de toute façon, moi, je vais rembrayer sur la présentation effectivement de ce fameux prochain parcours, puisque c'est pour ça qu'on est là après tout. Donc, je vais repartager mon écran. Donc, ouais, merci beaucoup, Gwenaël. Salut. Donc voilà, donc un mot très rapidement donc sur cette feuille de route régionale, donc qui, comme je vous disais, est pilotée par l'ADEME et la région, et côté région par Marie-Lise Barrault qui était avec nous là pendant cette première demi-heure. J'avais peut-être prévu de lui faire dire deux mots si elle restait jusque-là, mais elle n'a pas pu rester jusqu'au bout, donc mais c'est pas grave. Et donc voilà, cette feuille de route-là, qu'on porte, nous, ADI Nouvelle-Aquitaine, en étroite coopération avec l'ADEME et la région, pour justement sensibiliser les acteurs économiques à travers effectivement des parcours d'accompagnement, des actions de sensibilisation, de la communication, des ressources, etc., etc. Et donc plus particulièrement ce parcours qui a été mené en la première édition de mai dernier de mai 2022 là à juin prochain, et qui a accompagné 10 dirigeants, comme vous le voyez, absolument pas bordelais, mais de toute la région Nouvelle-Aquitaine, et des entreprises, tant des structures de l'ESS que de l'économie conventionnelle, tant de l'industrie que du service, avec des entreprises de taille assez variée. Donc, c'est ce qu'on propose de refaire à partir de juillet 2023, donc un nouveau parcours collectif de dirigeants. Donc, comme le disait Gwenaël, ce parcours est destiné exclusivement justement aux dirigeants, dirigeants et dirigeantes, puisqu'on estime qu'on intervient à un niveau quand même stratégique de l'entreprise et que l'idée, c'est justement de revoir, de scruter à la loupe l'entièreté du modèle économique, pas seulement le revenu, pas seulement la valeur, pas seulement l'organisation du travail, pas seulement la gouvernance, mais tout cet ensemble-là, ce tout cohérent et comment on redéfinit la stratégie à travers les lunettes de l'EFC justement. Et donc voilà, donc ce parcours aura lieu de juillet 2023 à juin 2024, avec 10 dirigeants et dirigeantes dans ce parcours, et 15 sessions collectives avec une logique d'avoir
deux jours d'introduction en présentiel groupés afin de vraiment tant dans une logique de créer un collectif et aussi d'avoir vraiment un premier rapport de connaissances que vous puissiez décanter ensuite au fil de l'été pour ensuite reprendre tranquillement en septembre. Et puis ensuite, voilà, une alternance de journées en présentiel à Bordeaux et en visio aussi, puisqu'on sait aussi que les déplacements peuvent être un peu compliqués parfois. Et pour cela, on a voilà, un profil d'entreprise de plus de 5 ans et ou de plus de 10 salariés pour avoir quand même un format relativement homogène de structure. Et encore, quand je dis ça, ça ne nous empêche pas, et on l'espère, d'avoir une promo relativement diversifiée comme on peut l'avoir actuellement. Euh, et avec des objectifs vraiment voilà, de vous fournir des concepts, mais aussi des outils opérationnels au fil du temps sur l'ensemble du modèle économique et comment on peut questionner le modèle économique d'aujourd'hui, les limites auxquelles on fait face, d'identifier, comme on l'a dit, les différentes externalités et effets utiles de ce modèle économique et imaginer ensuite une nouvelle proposition de valeur avec un plan d'action pertinente en co-construction avec ses parties prenantes, que ce soit le client, mais aussi les fournisseurs, etc. etc. Donc le coût de la formation est de 10 000 euros, dont 50 à 70% sont pris en charge par la région ou l'ADEME selon la taille de l'entreprise. Et avec un reste à charge qui, pour certaines structures, avait pu être financé par OPCO, puisque la formation était certifiée Calliope. Donc voilà pour les modalités pratiques. Euh, une dernière chose importante, c'est que si vous êtes intéressé de vous engager dans ce parcours-là, nous, la logique, le process, c'est très simple. C'est d'abord d'avoir un temps d'échange avec vous en présence de soit Paul, donc de la structure de Picaya, ou Olivier Blandin, l'autre animateur qui, lui, est donc d'une structure qui s'appelle Atemis et qui travaille aussi sur l'UFC depuis une vingtaine d'années. Euh, et donc l'idée, voilà, c'est d'avoir cet échange avec vous pour qualifier aussi, voilà, pourquoi, quelles sont vos motivations, est-ce qu'il y a voilà, on sent qu'il y a une pertinence aussi pour vous de suivre ce parcours-là. Et ensuite, c'est très simple, ce sera un formulaire d'inscription très simple en Word qui est d'ores et déjà disponible sur notre page web. Donc, sur le site de l'ADI, donc, il y a une page web dédiée à l'EFC en général et une page web dédiée au parcours collectif 2023-2024 où vous avez également toutes les infos. De toute façon, moi, je vous enverrai par la suite cette présentation-là avec toutes les infos ainsi que la plaquette. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment sur les modalités pratiques. Je crois que c'est à peu près tout. Et si jamais voilà, donc si jamais maintenant vous avez des questions, que ce soit sur la forme, sur le fond, sur ce que vous voulez, ben, allez-y. Oui, n'hésitez pas. Peut-être que c'était très clair et très complet. Oui, excusez-moi, j'ai une petite question. Oui. Sur votre site, sur la page web, justement, j'ai vu qu'il y avait aussi des programmes d'accompagnement sur 4 jours, en fait. En quoi consiste-t-il, en fait? Quelle est la différence? Alors oui, ça c'est ce que je voulais évoquer, c'est que effectivement, si ce parcours-là ne vous convient pas pour une raison de timing, peut-être de plan de charge, enfin pour des raisons diverses et variées, on a aussi d'autres formes d'accompagnement qu'on va étoffer aussi au fur et à mesure, puisque c'est quand même une dynamique qui se lance en région. Et cette année, on a aussi lancé un parcours qu'on a appelé parcours d'acculturation, qui là est animé par une autre structure qui est la PESA. Et donc là, c'est 4 jours sur 4 mois avec un enjeu de voilà, faire découvrir les concepts, commencer un peu à travailler sur sa proposition de valeur, mais on ne rentre pas encore complètement dans le dur. Et ces parcours-là, donc là, on les a terminés récemment et je pense qu'on ne les reconduira pas avant octobre prochain. Mais voilà, donc là, on est plus dans un enjeu
voilà, de découverte de comment ça peut faire du sens dans le modèle économique. Et voilà. D'accord, ok, merci. Bon, est-ce que Paul, toi, tu voulais rajouter quelque chose sur le format, sur est-ce que j'aurais oublié quelque chose? N'hésite pas, hein, Non, j'ai l'impression hein. que tu as vraiment abordé les points essentiels. Moi, simplement par rapport à l'exemple que tu donnais tout à l'heure, qui était vraiment très intéressant parce que ça illustre bien, si vous vous rappelez, hein, cette société qui vend des conteneurs isothermes, ça illustre bien la manière dont on pense vraiment trajectoire. C'est-à-dire que finalement, quand tu parlais de déjà là, en réalité, il y avait une expertise à l'intérieur de cette entreprise qui était en capacité de faire ce diagnostic sur le territoire et donc d'apporter des conseils. Et c'est une trajectoire parce que ça doit aussi être, d'une certaine manière, mis en discussion. Parce que si, s'ils basculent du jour au lendemain d'un modèle où ils vendent des contenants à un modèle où finalement ils vendent plus que 5 fois moins de contenants, puisque c'est exact, hein, c'est-à-dire qu'ils sont Ouais, ouais. passés, parce qu'ils ont réduit 80% de besoins, à ce moment-là, on se tire une balle dans le pied. Donc, ce qu'on met en discussion aussi, c'est la question progressivement de la reconnaissance de la valeur, de comment est-ce que tout ça peut nous amener à un nouveau modèle économique dans toute l'acception des modèles économiques. C'est-à-dire que finalement, Oui. on déplace aussi la présentation de l'entreprise, on déplace les modalités de contractualisation. Bon, et ça, donc, ça se fait progressivement en repérant Ah ces ouais. petits déplacements qui se passent. Non, mais oui, c'est très intéressant que tu dis ça parce que en plus, bah, du coup, je sais pas si tu connais cet exemple d'isolation, j'imagine, mais Un petit peu, ouais. et ce qui est amusant, c'est donc que cette entreprise-là avait bénéficié d'un accompagnement EFC il y a une dizaine d'années, et à la suite de cet accompagnement, s'était dit, bah, justement, je vais créer une deuxième structure qui sera une autre entreprise en fait, qui sera effectivement en charge de prodiguer des conseils, de la formation des manutentionnaires, ce genre de choses. Et en fait, on se rend bien compte que cette entreprise-là, nouvellement créée, était en train de tuer la première entreprise. Et là, on comprend bien du coup la logique de faire intégrer ça dans une solution intégrée qui se tient ensemble en fait, et où le produit fabriqué fait partie des moyens et des solutions pour arriver à la fin, qui est la satisfaction du besoin du client et des bénéficiaires, quoi. Et, euh, et donc nous, effectivement, tout cet enjeu-là, c'est non seulement de vous accompagner sur cette année-là, avec des outils opérationnels, de la mise au travail, voilà, des exercices de coopération, etc. Mais aussi en sortie de voir vers quelles compétences on peut vous adresser pour voilà, imaginer peut-être vers quelle trajectoire on se dirige, enfin, et d'être très soucieux de ça, de dire que c'est une trajectoire et une démarche. Donc je crois qu'il y avait une autre question. Bien. Amandine Roux, apparemment. Amandine, ouais. Oui, bonjour, merci pour cette introduction. Petite question au niveau du format. Vous avez évoqué qu'il y aurait possibilité d'avoir d'autres parcours un petit peu moins longs. Est-ce que la notion des 5 ans d'existence de l'entreprise est toujours un point majeur pour pour pouvoir suivre cette formation? Alors, je dirais juste que c'est une bon, c'est aussi une voilà une cible qu'on accompagne depuis pas mal de temps, nous, l'ADI, qui est plutôt voilà la PME de autour d'une vingtaine de salariés. Et donc c'est plutôt cette cible-là vers laquelle on se dirige. En l'occurrence, c'est pour ça on a bien précisé et où, puisque c'est vraiment selon aussi au cas par cas, puisque enfin, tout ce que je veux dire, c'est que c'est pas un cadre rigide, et que c'est aussi à qualifier avec vous sur un échange si jamais vous êtes intéressé, que ce soit parce qu'il y a moins de 10 salariés ou parce que c'est une structure plus jeune. Voilà, simplement, c'était plutôt dans cette logique que ce parcours a vocation à accompagner les entreprises qui ont, comme je disais, un certain déjà là, et sur lequel on peut travailler et capitaliser pour faire émerger un nouveau modèle économique. Donc voilà. Peut-être tu pourras compléter, Paul, mais c'est dans cette logique-là. Voilà.
Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais, Oui, merci, ouais. tout à fait. Mais non, en tout cas, on n'est pas du tout rigide là-dessus. Ouais. D'accord, merci. Oui. Excusez-moi, je me repermets une autre question. Je voulais Oui. savoir si l'accompagnement que vous êtes en train de finaliser là, cette année, donnera lieu à des fiches de retour d'expérience qui pourraient être disponibles publiquement, en fait. Oui, ce sera notamment le travail effectivement en sortie de ce parcours. Donc, les témoignages là qu'on a organisés pour ce webinaire avaient beaucoup de sens justement pour vous illustrer par eux-mêmes. Mais l'idée, c'est justement de capitaliser sur ces retours pour faire des fiches retour d'expérience. Puisque, comme je dis encore une fois, c'est une dynamique qui se crée en Nouvelle-Aquitaine. L'enjeu aussi, nous, dans notre feuille de route, c'est de créer une communauté UFC en Nouvelle-Aquitaine qui regroupe autant des entreprises qui ont été accompagnées que des entreprises qui sont sensibles à ces sujets, que des accompagnateurs aussi, qui soient consultants ou de tout type de formation. Et donc cet enjeu, l'enjeu, ce sera aussi de nourrir cette communauté UFC par effectivement l'élaboration de fiches de retour d'expérience qui sera effectivement effectuée en sortie de ce parcours, quoi. Voilà. Ok, merci. Et j'en profite également pour, du coup, vous parler d'un dispositif qu'on a mis en place aussi en 2023, qui s'appelle Voix de Pionnier, et qui est un rendez-vous mensuel en vidéo tous les premiers vendredis du mois, où on coopère avec d'autres structures dans d'autres régions pour vous proposer effectivement un témoignage mensuel en visio d'une entreprise ou d'une association ou d'une structure diverse qui aurait mis en place un modèle économique innovant et qui mobilise un ou plusieurs piliers de l'EFC, une ou plusieurs briques de l'EFC, aussi pour aussi vous donner de la ressource et montrer que ben, ça existe dans tout type de secteur d'activité, qu'il y a des entreprises qui font aussi de l'EFC sans le savoir. Nous, l'idée, c'est justement de dire qu'on révèle des choses qui sont déjà là aussi, des enjeux de coopération, de performance d'usage, etc. Donc voilà, donc ça, si ça vous intéresse aussi, le prochain rendez-vous sera vendredi prochain, puisque c'est le premier vendredi de chaque mois, le vendredi 5 mai, et ce sera justement, nous, une structure de Nouvelle-Aquitaine qu'on fera témoigner. Donc voilà, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir des infos ou alors à me contacter directement moi. Pour avoir plus d'infos là-dessus. Et je vois effectivement que Paul a également mis... ouais. Je me suis permis de mettre une ressource de l'Institut. C'est suite à un travail qu'on a réalisé pour le compte à la demande de l'ADEME, où il y a 19 entreprises, donc 19 retours d'expérience qui ont été faits. Alors à l'époque, donc les choses évoluent très très vite. Mais 19 entreprises qui avaient témoigné sur la manière dont elles avaient mis en place une partie des éléments qui constituent l'économie, la fonctionnalité et de la coopération. Donc voilà, et puis je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer. J'espère en tout cas que c'était clair pour vous. On a enregistré ce webinaire, donc on le mettra en replay dès que possible. Et comme je vous dis, je vais envoyer cette présentation à tout le monde. Et vraiment, n'hésitez pas à nous contacter pour la moindre question, simplement même pour discuter, pour qu'on discute un petit peu plus du sujet de l'EFC si vous a intéressé. Et pour les structures qui auraient assisté à ce webinaire, qui seraient plutôt des réseaux, etc., n'hésitez pas aussi à en parler aux entreprises et aux acteurs économiques que vous accompagnez. Donc voilà, puisque de toute façon, c'est un sujet qui est amené à se développer en Nouvelle-Aquitaine, puisque très soutenu par la région comme l'ADEME. Donc voilà. Donc, merci beaucoup, Paul, pour Avec plaisir, vraiment. tes apports. Et voilà, écoutez, peut-être à bientôt et merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. Merci, très intéressant. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.